samedi 10 janvier 2015. Cette semaine dans le grand show de l'info, la CGT et Thierry Lepan qui remet son mandat en jeu. Néanmoins, vous verrez qu'il ne fait pas que le remettre en jeu. Le nouveau roman de Michel Houellebecq fait polémique. En effet, l'auteur français imagine une France sous régime musulman en 2022. Réaction à suivre. 5 ans après le séisme dévastateur qui a frappé Haïti, la reconstruction se poursuit. De nouveaux habitants ont été relogés et des nouveaux bâtiments gouvernementaux sont désormais en cours de construction. Et désormais, comme chaque semaine, l'édito consacré à la fusillade devant Charlie Hebdo et les photos Instagram de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. C'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que nous faisons cette émission aujourd'hui, car cette semaine, la France a été meurtrie par une fusillade qui a eu lieu mercredi à 11h30 dans le 11e arrondissement de Paris, au siège du journal Charlie Hebdo, connu pour ses dessins très engagés. 12 personnes sont mortes dans cette fusillade, parmi elles Kaby, Wolinski, Charb ou encore Bernard Maris. 2 policiers ont même été tués, sans oublier les millions de Français clairement blessés par cet acte de guerre contre la liberté, contre la République, bref, contre tous ces idéaux qui ont fondé notre République. Les 2 derniers jours étaient donc des jours de deuil national, avec jeudi une minute de silence à midi dans tous les lieux publics de France. Les drapeaux sont encore aujourd'hui en berne, et c'est la France qui est touchée dans son plus profond. Durant ces derniers jours, les politiques se sont rassemblés et ont oublié leur famille politique. Demain dimanche, une grande marche aura lieu dans Paris à 15h dans le but de se recueillir. Les journaux français ont d'ailleurs eu les mots forts jeudi matin, que ce soit le Figaro, La Croix, l'Humanité, le Parisien ou encore l'Équipe, en titrant Liberté 0, Barbarie 12. Des unes très fortes qui laissent passer un seul et même message que vous avez entendu sur tous les réseaux sociaux: je suis Charlie. À noter que ce jeudi matin, une autre fusillade a eu lieu dans le sud de Paris, tuant une personne et blessant 2 gendarmes. Et puis à Villefranche-sur-Saône, une bombe a éclaté près de la mosquée dans un restaurant de la ville qui se situe dans le Rhône. Voilà ce que nous pouvions dire donc par rapport à toutes ces horribles choses qui sont apparues cette semaine. On parle à présent de la CGT et le secrétaire général de la CGT, Thierry Lepan, qui a annoncé mardi qu'il allait remettre son mandat en jeu devant le Parlement de la Centrale le 13 janvier, ce qui n'équivaut pas à une démission du numéro 1, réclamée pourtant par une large partie de la Centrale. Thierry Lepan est acculé de cette décision après 2 mois de polémique autour des affaires liées à son train de vie. Reportage. Il a bataillé plusieurs heures pour sauver sa tête. Finalement, Thierry Lepan doit jeter l'éponge et avec lui l'ensemble de la direction de la CGT. Au total, les 9 membres du bureau confédéral ont remis leur mandat à la disposition du comité confédéral du syndicat. Officiellement, cela n'est pas une démission car la décision doit être mise au vote, mais cela y ressemble fort. De nombreuses voix au sein de la CGT s'étaient élevées pour demander le départ de Thierry Lepan. Pression-là oblige ces gens-là à un moment donné à se dire qu'ils ont plus le choix, quoi. Mais ceci dit, c'est pas encore fait, hein. Ça va être mardi prochain, il y aura un vote. Moi, évidemment, je fais partie de ceux qui espèrent que Lepan va partir, qui espèrent que l'ensemble de la direction va partir, mais qui pensent aussi que ça suffira pas à régler tous les problèmes de l'organisation syndicale CGT. La position de Thierry Lepan était devenue intenable depuis les révélations dans la presse sur son train de vie, le coût des travaux de son appartement de fonction, 150 000 €, le mobilier de son bureau, 34 000 €, le tout facturé à la CGT, puis la divulgation de son salaire, 6 500 € brut, avant qu'il ne l'abaisse en décembre. Déstabilisé, Thierry Lepan refusait malgré tout d'envisager une éviction. Ne serait pas le rat qui quitte le navire. Voilà. Notre navire est aujourd'hui en difficulté. Voilà. Il y a un capitaine dans le navire. La commission exécutive de la CGT votera le 13 janvier prochain la révocation ou non de Thierry Lepan, mais la bataille pour sa succession a bel et bien déjà commencé.
Le nouveau roman de Michel Houellebecq est sorti ce mercredi 7 janvier et bien avant sa sortie, le livre faisait déjà parler de lui. Soumission est en librairie, les lecteurs vont pouvoir juger par eux-mêmes le 6e roman de Michel Houellebecq sorti mercredi 7 janvier après le buzz et la polémique suscitée par cette fiction dont l'intrigue se déroule au cœur d'une France islamisée en 2022. Publié par Flammarion à 150 000 exemplaires, ce roman de 300 pages, piraté avant même sa sortie, a suscité des commentaires très contradictoires et son sulfureux auteur a envahi cette semaine la scène médiatique. Accusé notamment par le directeur de Libération, Laurent Geoffrin, de jouer avec la peur de l'islam et d'adouber les idées du Front National ou celles d'Éric Zemmour. On dit voilà, ils vont prendre le pouvoir, ils prendront le contrôle de l'université, de tout ce qui est éducation. Les femmes rentrent à la maison, elles seront voilées et on enseignera le Coran et un savoir islamique dans toute la France. Ce sont exactement les fantasmes de l'extrême droite. Ça. Michel Houellebecq a trouvé en Emmanuel Carrère un défenseur enflammé. Soumission est un livre sublime d'une extraordinaire consistance romanesque, affirme dans une tribune du Monde des Livres l'auteur de l'ouvrage à succès Le Royaume. Pour Emmanuel Carrère, les anticipations de Michel Houellebecq appartiennent à la même famille que les romans prophétiques du XXe siècle. 1984 de George Orwell et Le meilleur des mondes d'Andalus Huxley. La résistance ne s'intéresse pas à Houellebecq, il pense que l'Occident est foutu, tellement foutu qu'il n'y a plus rien à regretter, explique l'auteur du Royaume qui traite des débuts de la chrétienté. Le président François Hollande a assuré de son côté qu'il lirait ce roman parce qu'il fait débat, appelant toutefois les Français à ne pas se laisser dévorer par la peur. C'est justement à la fin d'un second mandat de l'actuel président français en 2022 que débute l'histoire de Soumission. Habitué des polémiques qui ont accompagné la sortie de chacun de ses romans, Michel Houellebecq se défend de toute provocation. Il pense aussi que son roman peut devenir réalité. C'est une possibilité, probablement pas aussi court terme que dans le livre. 2022, ça paraît très tôt, mais c'est une vraie possibilité. Tout ce que vous avez dit est juste. Il faut rajouter qu'il a un gros projet géopolitique qui est en fait de recentrer l'Europe vers le sud, en y incluant les pays du bassin méditerranéen. Une sorte d'empire romain, une sorte d'empire nouvelle romain version. Reconstitué, une paix romaine où la France joue un rôle moteur. Donc c'est... Et c'est plausible selon vous? Alors il faut imaginer quelqu'un de très très doué, politiquement, de très ambitieux. Il est décrit comme très doué, très ambitieux, comme un type historiquement à la hauteur de Napoléon, quoi. Ce n'est pas du tout un islam radical dans le livre, a-t-il d'ailleurs expliqué mardi soir sur France 2, réfutant également que Soumission soit un cadeau à Marine Le Pen. Bon, elle n'a pas besoin de ça. Ça marche assez bien pour elle déjà. Je crois pas que ça changera grand-chose à son destin. Moi, je trouve pas que ce soit un islam radical. Je suis désolé, je contredis. Le romancier, qui avait lancé en 2001 la religion la plus con, c'est quand même l'islam, a reconnu récemment que le Coran était mieux que ce qu'il croyait avant de le lire. Eh bien, c'est dit. Merci Michel Houellebecq d'avoir accepté notre invitation. Je signale aussi que vous serez sur France Inter demain. Soumission aux éditions Flammarion. Merci de m'avoir invité. 5 ans après le séisme dévastateur qui a frappé Haïti, la reconstruction se poursuit. De nombreux habitants ont été relogés et des nouveaux bâtiments gouvernementaux sont en cours de construction. Mais des milliers de personnes continuent à vivre sous des tentes, sans électricité ni eau courante. Reportage justement à Haïti. C'est l'heure de sortie de classe à Canaan, petite ville à 15 km de Port-au-Prince. La présence de la caméra fait fuir certains enfants et en amuse certains autres. Mais derrière les sourires se cache une triste réalité. Après le séisme dévastateur qui a frappé fort Port-au-Prince en 2010, le gouvernement et les ONG ont installé en grande pompe Canaan pour accueillir les réfugiés. Mais à cause du manque de place, en quelques mois, des centaines de tentes poussent autour du camp. Et 5 ans après le séisme, Juvens y vit encore et de nombreux habitants ont été relogés, mais lui doit vivre ici sans eau et électricité et surtout sans travail.
par rapport avec en bas, parce qu'on est en bas lui-même. Ici, c'est pas comme à Port-au-Prince où tout se vend et s'achète. Ici, il n'y a pas de travail, il n'y a rien, donc les gens ne peuvent rien acheter. Aujourd'hui pourtant, les avancées sont réelles. Exemple, ce complexe d'appartements ouvert en 2013. Pour les autorités, de nombreux progrès ont été accomplis et presque tous les habitants de la capitale vivraient désormais dans des structures permanentes. Après, la reconstruction pour nous, c'est d'abord nos concitoyens qui vivaient sur les tentes. Tout de suite après le tremblement de terre, ils étaient 1 500 000 et nous en sommes à un peu moins que 70 000. Autre signe de progrès, les chantiers de construction de nouveaux bâtiments gouvernementaux. Mais l'ancien palais présidentiel, lui, reste toujours vide. Pour ce spécialiste d'Haïti, l'aide internationale est loin d'avoir permis à Port-au-Prince de se remettre malgré les milliards promis. Une partie de l'argent que les gens ont promis de donner n'a jamais été donnée, donc elle n'a jamais vraiment existé. Des sommes importantes ont été dépensées pour des solutions temporaires qui sont arrivées très vite, mais qui n'auraient pas dû rester en place. Il n'y a pas eu d'investissement de long terme dans des infrastructures durables, donc ces infrastructures n'existent pas. En attendant, les habitants de ce camp ont commencé à transformer les lieux en abris semi-permanents, installant eux-mêmes des fondations improvisées, en espérant qu'elles résisteront bien en cas de nouveau tremblement de terre. Nouvelle rubrique pour inaugurer 2015 dans le grand show de l'info, c'est la rubrique photo Instagram, les photos que vous auriez pu louper cette semaine sur le réseau social, et on va revenir bien évidemment sur Charlie Hebdo avec cette première photo d'un crayon cassé en deux avec du sang qui nous vient de Loudu 83 avec en bas bien évidemment le hashtag Charlie Hebdo. Autre image intéressante, c'est celle de l'autre média qui montre donc cette foule qui était rassemblée mercredi soir place de la République à Paris, mais également dans toutes les autres grandes villes de France, et puis avec ce mot 12 morts, 66 millions de blessés, car c'est vrai, les Français sont blessés, atteints par cette fusillade. Et puis Poke Mantis qui nous a mis cette photo qui veut dire beaucoup de choses. Ceci n'est pas une religion, je vous laisse commenter vous-même la dureté de cette image. Et puis pour terminer, deux autres petites photos qui n'ont rien à voir avec Charlie Hebdo, mais toute la semaine c'était bien évidemment le CES de Las Vegas, le CES qui est un grand salon consacré aux nouvelles technologies, où chaque année début janvier toutes les nouveautés des grandes marques sont présentes, avec notamment le stand Samsung et ses nouvelles télévisions que vous voyez sur cette photo. Et puis CES, ce n'est pas que les nouvelles technologies, c'est également les voitures. Pourquoi les voitures? Car il y a aussi des voitures connectées qui conduisent toutes seules, mais également avec des écrans, notamment sur le stand de Mercedes. C'est Miluna26 qui nous a publié cette photo avec le hashtag CES Las Vegas 2015. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis et rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur le grand show de l'info.fr. Excellente semaine à tous et encore une fois un bon début d'année 2015.